et ça s'enregistre. Voilà, parfait. Tout le monde a mon écran de partage, c'est bon? Oui. Oui. Ok. Donc, ce schéma est très important. Pourquoi il est très important? Parce qu'il est à la base de beaucoup de choses que vous allez voir par la suite. Il peut tomber. Donc, on parle de la figure 17 aujourd'hui. Okay, on est dans le chapitre 4. C'est très important parce qu'il vous explique beaucoup de choses que vous allez voir par la suite. Alors, je vous explique. Il est un peu bizarre ce schéma, avec des X, des X, T, P, avec des carrés, des ronds. Mais en fait, il est très simple. Il n'est pas très bien fait. C'est ça le problème. Bon, c'est pas de ma faute, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il est pas extrêmement bien fait. C'est pour ça que vous avez du mal au début à le comprendre. Je vous ferai un petit résumé dans mes cours à moi, dans mes notes à moi, de l'explication de ce schéma, mais il faut bien que vous ouvrez vos oreilles. Depuis le début de l'année, je vous explique qu'il y a des molécules qui fonctionnent grâce aux ATP et aux GTP. Okay, depuis le début de l'année, donc on voit certaines molécules. On va prendre des exemples, hein, et c'est ce qui a marqué d'ailleurs en dessous. Les protéines G, par exemple. Bah, les protéines G, vous savez que des fois, elles sont couplées au GDP et des fois, elles sont couplées au GTP. Et ça, il faudra le connaître. C'est-à-dire que les protéines G, c'est le GDP. Et par exemple, celles aussi qu'on a vues aussi, les HSP, donc tous les chaperons, ben, eux, ils sont couplés à l'ATP ou à l'ADP. Donc, il y a des molécules que vous connaissez, que vous allez encore connaître, qui utilisent ces mécanismes d'attachement à un nucléotide, ce qu'on appelle un nucléotide, pour pouvoir fonctionner. Et là, je vais être très clair. Quand vous savez ça, vous avez tout compris. Et donc là, dans ce schéma, on va prendre l'exemple. Et pourquoi il est marqué X? Parce que ça peut être soit A, soit G. Et là, ça va être très facile. Quand vous comprenez ça, c'est bon. Je prends un exemple. Je suis une protéine G. Et on a vu le cycle des protéines G d'ailleurs. Okay, vous vous souvenez ici, c'était figure 16. Alors peut-être c'est un peu après. Donc c'était figure 16 ici qu'on voyait. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous vous souvenez, que ce soit une protéine G trimérique comme ici ou monomérique comme la figure 19, eh ben, la protéine G, elle est couplée soit au GDP, soit au GTP. Donc ça, vous connaissez. Mais en gros, ici, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, ce schéma? Il veut nous dire que une protéine qui est couplée ici et si au lieu de mettre le X, on va mettre un G, puisqu'on parle d'une protéine G, au GDP, eh ben, elle est sous forme de monomère. Alors ça, c'est un mot. C'est un mot juste principe qu'on va revoir après pour le lactine et la tubuline, qu'on va voir de suite. Mais en gros, retenez, pour le moment, oubliez par le monomère, retenez qu'une protéine G qui est couplée au GDP, elle est dite inactive. Ça, on l'avait vu, mais c'est clairement mis sur le schéma. Donc, elle est inactive. Et un jour, on va vouloir l'activer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un échange de nucléotides. Alors, faites attention. C'est quoi GDP? C'est guanylate, guanosine, diphosphate. GTP, c'est guanosine, triphosphate. Faites attention. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'on rajoute un phosphate. Mais faites attention, cette réaction-là, ce n'est pas une phosphorylation. On ne rajoute pas un phosphate. En réalité, on échange le GTP, excusez-moi, on change le GDP par du GTP. Ok? Ça, c'est juste une finesse, mais juste pour que vous compreniez bien, des fois, il y a des questions QCM où on dit que c'est une phosphorylation. Cette réaction n'est pas une phosphorylation, malgré l'apparence, mais ce n'est pas une phosphorylation, c'est un échange de nucléotides. Donc, la protéine G qui était ici, ok, qui était couplée au GDP, elle va se voir couplée au GTP. Et là, elle va être active. Donc ici, alors oubliez la polymérisation. Polymérisation, c'est au niveau de l'actine tubuline qu'on va voir de suite. Mais imaginez donc que la protéine G en question, qui est couplée maintenant au GTP, elle va être maintenant active. Ok? Donc ça, c'est une première réaction. Elle va jouer son rôle, et là, vous les connaissez, les rôles de la protéine G. On va prendre l'exemple de la dynamine, c'est qu'elle va étrangler la vésicule et la détacher de la membrane plasmique. Ça, c'est le rôle quand on active une protéine G.
Puis, à un moment, on n'en a plus besoin, ok, comme je vous l'ai dit à la fin, ben, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la réaction inverse. On fait ce qu'on appelle l'hydrolyse du GTP. Donc, le GTP va dégager, ok, et le phosphate va dégager, et on va se retrouver toujours avec la protéine G couplée au GDP. Alors, pourquoi je dis qu'il est mal fait ce schéma? Parce que normalement, ici, on aurait dû vous montrer la protéine G. Parce que là, on croirait qu'il n'y a qu'une molécule de GDP. Mais non, le GDP, il est couplé à une autre protéine. Okay, ça, c'est le cas de la protéine G, mais c'est aussi le cas de l'HSP, de tous les chaperons. L'HSP, quand elle est inactive, elle est couplée à l'ADP, mais quand on va l'activer, elle va être couplée à l'ATP. Elle va faire son rôle, et quand on n'a plus besoin, on fait une hydrolyse, donc échange hydrolyse, il faut le connaître par cœur, où on va le retrouver sous forme de G2ADP. Donc la chaperon couplée à l'ADP. Maintenant, quand vous comprenez ça, vous allez comprendre très facilement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'actine, qu'on voit ici, et la tubuline, qu'on voit ici, ce sont deux mots que vous êtes censés connaître. Alors, ceux qui ont vu les premiers cours avec moi, qu'est-ce que c'est l'actine et la tubuline? Allez, faites un effort. Actine, tubuline. Ce n'est pas exactement sur ces mots qu'on a vus, mais ça doit vous faire penser à quelque chose. Personne? Tout le monde donne sa C'est en langue. rapport au cytosquelette? Très bien, Alexandre. Parfait. Exactement. Je vous rappelle que dans les cytosquelettes, ce qui donne la forme à la cellule, l'architecture de la cellule, il y en avait trois. Il y a les microfilaments d'actine, il y a les microtubules et les filaments intermédiaires, ce qui nous occupera pour le chapitre 7. Et en fait, ce qu'il faut savoir et ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que aussi ces molécules-là de cytosquelette marchent grâce à l'ADP ou au GDP et grâce à l'ATP et au GTP. Et donc, je m'explique. Là, on va parler de monomères. En fait, il y a deux phases du cytosquelette. Pareil. Le cytosquelette, il est soit actif, soit inactif. Donc, je répète, le cytosquelette, il est soit inactif, soit actif. Et tout va dépendre de sa conformation de ce XDP. Et là, vous pouvez noter, alors c'est facile à retenir, hein, l'actine, lui, il est couplé à l'ADP ou à l'ATP. Et la tubuline est couplée soit au GDP, soit au GTP. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Merci de le fermer. OK. Donc, je répète, soit l'actine, elle va être couplée à l'ADP, soit la tubuline va être couplée au GDP. Donc ça, il faut le connaître. Mais c'est facile à reconnaître. A2, ADP, et T, vous retenez, c'est GTP, GDP. Donc en gros, si on va prendre l'exemple d'un cytosquelette, on va prendre l'exemple du cytosquelette d'actine. Le cytosquelette d'actine est peut-être sous deux formes. Soit inactive, donc en termes de monomère, donc il va être là, vous l'imaginez ici, et je vais vous montrer après le chapitre 7. Soit il va être sous forme de polymère, c'est pour ça qu'on est de polymérisation. Donc en gros, on va faire l'histoire. Il était une fois une actine, un monomère d'actine qui était couplé à l'ADP. Vous l'imaginez bien. Et c'est un phénomène, donc ici, c'est un cytosquelette inactif. Très bien. Et un jour, ce cytosquelette inactif, on va l'activer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'échange. Donc, l'ATP va venir et il va remplacer l'ADP. Et donc, ce monomère d'actine va être couplé maintenant à un ATP. Et donc là, il va appeler tous ses copains, ils vont tous se rassembler pour faire ce qu'on appelle une polymérisation. C'est comme une échelle, en fait, qui va permettre de monter, de monter, de monter, de faire ce qu'on appelle une polymérisation pour avoir notre cytosquelette actif. Et donc ça, depuis le début, quand on parle de cytosquelette, ça déforme la membrane localement, généralement. De manière générale, quand le cytosquelette se désorganise ou au contraire s'organise, c'est au gré d'une polymérisation et où, ici, donc l'effet à un moment quand on n'en a plus besoin de notre actine, quand on n'a plus besoin de ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une hydrolyse et on revient à l'état de départ. Okay, donc ici, XDP, vous imaginez ce l'ADP, puisqu'on parle de l'actine, eh bien, il va être revenu exactement au phénomène de départ. Donc ici, il va être couplé
à l'ADP. Okay, donc, je répète, ici monomère actif, ici polymère actif, et on revient, quand on n'en a plus besoin, au monomère inactif. C'est ce qu'on appelle la dépolymérisation. Okay, je ferai le même travail pour la tubuline, c'est la même chose, sauf que là, il y a un monomère de tubuline qui est couplé au GDP, puis on va l'activer par l'échange et il va se retrouver en polymère, donc notre fameux microtubule. Et lorsqu'il a fini de jouer son rôle, on va se retrouver au stade de monomère inactif. Alors, je vais vous montrer un schéma qui le montre un peu mieux ça. Donc ça, c'est du chapitre 7. Donc, pour les plus curieux, je pourrais vous le donner. Donc, le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, effectivement, il y a un schéma qui est un peu plus clair. Donc ici, donc, le chapitre 7, on parle que du cytosquelette. Donc, on va prendre l'exemple d'un cytosquelette, un schéma qui est plus ou moins clair pour moi. Alors, on parle du microtubule. Je vais juste parler du microfilament d'actine, peut-être, c'était un peu mieux. Ah non, en fait, il y a deux schémas dans le chapitre 7, excusez-moi. C'est le début. Voilà, donc le cytosquelette, là, on parle d'actine. Et en fait, je vais vous montrer un schéma qui vous montre bien. Donc ici, vous voyez, vous revoyez le schéma qu'on est en train de parler, donc dans le chapitre 7, c'est pour ça que c'est un rapport. Et ici, par exemple, voilà. Là, il est plus ou moins bien fait. Regardez ce schéma-là. On parle ici de l'actine. Et on parle de l'actine dans le sens où on va faire en sorte qu'on passe d'un monomère couplé à l'ADP, puisqu'on est au niveau de l'actine, et lorsqu'il va y avoir un échange, on va se retrouver en face d'un polymère qui va faire une polymérisation ici. Et ça, c'est notre fameux microfilament d'actine actif. Lorsqu'on n'en a plus besoin, on fait ce qu'on appelle une hydrolyse et on va faire en sorte que le phosphate dégage et on va se retrouver au même stade que ici, en monomère. Et c'est ce qu'on appelle la dépolymérisation. Donc, je vous ferai la même chose pour la tubuline et microtubules. C'est exactement le même principe. Okay, donc voilà, c'est très important ça de bien le comprendre parce que c'est la base du cytosquelette. Si vous comprenez ça, vous avez compris, vous comprenez beaucoup de choses au cytosquelette. D'accord? Donc on revient ici à notre schéma en question. Donc tout est résumé là-dedans, vous allez tout voir. Et donc ici, ce schéma ici, je vous rappelle qu'il nous montre exactement ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire que dans ce schéma, on vous montre une protéine G. Ok. Alors ici, encore une fois, c'est pour ça que je dis c'est mal fait parce que ici, c'est pas juste un nucléotide de GTP, c'est un GTP couplé à une protéine G. Donc soit la protéine G, elle est inactive, elle est sous cette forme, soit on va faire l'échange et elle va devenir active, cette protéine G. Elle va avoir son effet. Ok. Soit elle va être comme la dynamine, soit elle va faire comme une protéine G hétérotrimérique, peu importe. Ok. Mais ici, vous voyez que on passe d'un inactif à un actif. Et qui va s'occuper de ça? C'est le RCPG pour les protéines G trimériques, ceux qui ont bien appris le cours la dernière fois. Jeff pour les protéines monomériques. Ça, c'est la première phase. Pareil, ici, vous imaginez maintenant l'hydrolyse. Pareil, ici, c'est l'hydrolyse. On passe de l'un à l'autre. Ici, la protéine G va être désactivée, soit par GAP pour une protéine G monomérique, soit ici par RGS pour une protéine G trimérique. Okay, donc ça, quand vous connaissez ça, après, alors je sais que ce n'est pas des notions faciles, donc il faut le répéter, mais après, c'est facile. Donc voilà, ça, c'était le principal, ça, on l'avait vu, donc ça, il n'y a pas de problème sur ça. Alors, oui, il y a une chose que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, et je finirai sur ça. C'est ici, on n'avait pas vu la dernière fois, c'est les toxines. Alors, bon, toxines, on entend que c'est pas bien, c'est toxique. Okay, donc, en gros, une toxine, et là, ça va être un cas intéressant. Ici, dans ce cas-là, une toxine, ça va avoir comme effet, et à chaque fois dans un schéma, il y a un moins comme ça veut dire qu'il inactive le phénomène. Et il y a deux toxines à connaître. La toxine du coqueluche et la toxine ici du choléra. Alors, c'est très facile, très très simple. La toxine du coqueluche, elle va inactiver l'activation. Donc, en gros, quand la toxine du coqueluche va se mettre à cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le RCPG
ne pourra plus activer notre protéine G alpha. Donc, en gros, s'il y a une toxine du coqueluche, la protéine restera toujours inactive. Vous le comprenez bien. Maintenant, ici, la toxine du choléra, elle va inhiber l'hydrolyse. Je répète, la toxine du choléra, elle va inhiber l'hydrolyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, la protéine restera sous forme de GTP. Donc, restera toujours active. Elle ne pourra jamais se remettre dans son état inactif, ce qui est normal dans une cellule où les protéines soient des fois activées, soit désactivées. Donc, ça serait un problème. Donc, la toxine du choléra, donc choléra, c'est une maladie que vous avez déjà dû entendre, elle va justement avoir un effet ici. Et pareil, celui qui a le même effet, c'est le GTP gamma S. Alors, juste pour, il me semble pas qu'on en avait déjà parlé de ce GTP gamma S. Alors, ça, pour comprendre le GTP gamma S, il faut avoir vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Bon, je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas connu ou qui ne le connaissent pas. Il faut très très vite aller le voir parce que si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, je m'explique. En fait, dans Astérix et Obélix, il y a un moment où ils sont tous en train de prendre la potion faite par le druide. Et en fait, à un moment, il y a donc un des chefs qui dit « Attention, il y a de la fausse potion magique qui circule. Ça a la même couleur, ça a la même odeur, mais ce n'est pas de la potion magique. » Donc ça, pour ceux qui sont connaisseurs, vous rigolerez bien. Et en fait, ici, c'est la même chose. Le GTP gamma S, il va avoir comme rôle le même rôle que le GTP. Le même rôle, sauf qu'il sera non hydrolysable. Donc du GTP gamma S, retenez que c'est du GTP non hydrolysable. Donc vous imaginez, donc ça c'est important d'avoir le réflexe, vous imaginez que si on met du GTP gamma S à ce niveau-là, on va dire même à ce niveau-là, eh ben le RGS qui veut l'hydrolyser ne pourra pas. Et donc il va rester toujours actif. Donc je répète, si on met du GTP gamma S non hydrolysable à ce niveau-là, eh ben le RGS n'arrivera pas à l'hydrolyser. Et donc, ça restera toujours actif. Donc, le même rôle de la toxine du choléra. Okay, donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est OK. Ça, il faut vraiment que vous le voyez. Et enfin, OK, ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois. C'est sur donc, le chapitre 4, sur le rôle et l'importance du flux du calcium dans la cellule. Alors, pareil, ça c'est un schéma qui tombe souvent aux examens et on peut vous poser des tonnes de questions sur ce schéma, des tonnes et des tonnes. Et des choses qu'on avait déjà vues. Je vous rappelle que le calcium, il y a plusieurs sources. Une source externe, ok, et une source interne. Ok, on avait vu la dernière fois le rôle très important des sites de stockage du calcium. Donc, en gros, on va commencer par l'externe. Donc, en gros, le calcium, il peut, ici, provenir de l'extérieur. Donc, il va passer soit par des canaux classiques, soit par des canaux potentiels dépendants. C'est-à-dire que ce canal-là, je le répète, on l'avait déjà vu, pour fonctionner, il a besoin d'un potentiel électrique. D'accord? Puis, le ligand, ici, un canal ligand dépendant, il a besoin d'un ligand pour pouvoir faire rentrer le calcium. D'accord? Donc ça, c'est la possibilité du calcium de rentrer de la cellule d'une source extérieure. Cette jonction, je vous rappelle que la partie, par exemple, du chapitre 2 sur la jonction, on ne l'a pas encore vue et on le verra probablement la prochaine fois. Okay, après avoir vu le chapitre 5, j'aimerais m'atteler surtout au niveau sur des jonctions. Mais pour cela, il faudra que vous fassiez un gros travail en amont. Donc, c'est pour ça que la semaine prochaine, je vous dirai le programme. Pour maîtriser les jonctions, il faut avoir un bagage en amont. Donc ça, on les reverra. Qu'est-ce qui fait rentrer du calcium? Vous l'avez vu la dernière fois. Ici, il y a un récepteur IP3. Alors, ce récepteur IP3, vous le connaissez. C'est lorsque l'IP3 va aller sur son récepteur IP3 pour libérer du calcium. Mais on l'avait vu qu'au niveau du RE. La bonne nouvelle, on le retrouve aussi, ce récepteur IP3, au niveau... C'est quoi ça? Rappelez-moi. Alors, je ne sais pas s'il est marqué. Non, c'est très bien qu'il ne soit pas marqué. Il faut que quelqu'un me dise comment s'appelle cette zone-là. Il y a un indice. Alors, ça, c'est une vésicule qui commence à se faire. Mais je vous parle de la zone hachurée, là. C'est quoi cette zone-là?
Comment elle s'appelle? Allez, je vous donne un indice. À Un l'intérieur de puits la cavéoline. recouvert, non? Ah, Puits qui a dit recouvert? ça? Ah ben alors, ZF, tu as fait l'erreur classique. L'excytose? L'excitose? L'exocytose? C'est Ah, radiolipidique. voilà. Très bien. Alors, ZF, je me semble que c'est toi qui qui a fait l'erreur. C'est très bien que tu aies fait l'erreur parce que la prochaine fois, tu t'en Ouais, souviendras. Puis recouvert, c'est riche en clatrine. Radolipidique, c'est riche en cavéoline. Donc, je crois que c'est Gaëtan qui a donné la bonne réponse. Donc, je vous répète que ici, cette zone-là, alors évidemment, s'il n'y a pas cavéoline là, je ne peux pas le savoir. Okay, le fait qu'il y a de la cavéoline et qu'on me fait une petite zone comme ça, c'est qu'on montre que ici, c'est une région riche en cavéoline. Donc, c'est ce qu'on appelle une radolipidique. Et là, vous allez retrouver quelque chose dont j'ai parlé la dernière fois. Je vous ai dit tous les composants du radolipidique. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de cavéoline. J'ai dit qu'il y avait aussi beaucoup de hénosynthase. Et j'ai dit aussi qu'il y avait des protéines G hétérotrimériques. Vous vous souvenez? Eh bien, regardez, ça c'est le RCPG. Et vous imaginez ici les protéines G hétérotrimériques. Donc, c'est les trois composants principaux qu'on a dit la dernière fois qui constituaient le radolipidique. Et il y a un troisième élément, justement. Bonne nouvelle aujourd'hui, vous apprenez quelque chose. Qu'est-ce qui est dans le radolipidique ici? C'est le récepteur IP3. Donc, la dernière fois, je vous ai fait une liste sur les composants du radolipidique. Ben, vous rajoutez dans cette liste-là le récepteur IP3. OK? Donc, le récepteur IP3, donc, il est ici, mais il est aussi ici, classiquement, qu'on a vu sur le schéma qu'on avait vu la dernière fois. Donc, il est aussi sur la membrane, ici. Alors, ici, ça peut être le RE, ça peut être le Golgi, et ça peut être l'enveloppe nucléaire. Alors, je vous rappelle, hein, ça c'est un rappel des premiers cours, que l'enveloppe nucléaire et le RE, c'est la même chose. Ok, donc, c'est-à-dire quoi? C'est la même chose, c'est que c'est en continuité. Ce qui se passe dans le RE se passe forcément dans l'enveloppe nucléaire. Donc, le récepteur IP3, il est à la fois dans le RE, à la fois dans le Golgi, il peut être aussi, bien évidemment, dans l'enveloppe nucléaire. Et son but, je répète, c'est de faire sortir le calcium en fait, le but du récepteur IP3, si on veut donner une définition qui va de partout, c'est qu'il permet l'augmentation du calcium intracellulaire. Donc, je répète, le récepteur IP3 permet l'augmentation de la concentration du calcium intracellulaire. Voilà. Alors, question difficile. J'aime bien. Alors, ces questions-là, je vous explique, hein, c'est des questions d'anal et de QCM. Hein. Donc là, on le fait à l'oral, vous l'aurez bientôt à l'écrit, mais c'est des questions classiques. Cette protéine-là, c'est une protéine qui est dans le RE et qui fixe le calcium. Ici, on la voit qu'elle est soluble, cette protéine-là. Par qui elle vous fait penser? À qui elle vous fait penser? Alors, je vais vous dire la réponse avant parce que c'est un peu difficile. Ben, en fait, vous ne connaissez pas beaucoup de protéines du RE. Vous connaissez 2 ou 3. Vous connaissez BIP, qui est la chaperon, qui bloque le translocon et qui va permettre la structure de la protéine. Vous connaissez aussi PDI, qui est aussi là. Donc là, vous apprenez aussi donc, que PDI et BIP fixent le calcium. Ce sont des stocks de calcium. OK? Et vous en connaissez aussi une autre qui s'appelait, vous vous souvenez, calnexine. Sauf que calnexine, OK, ce sont les chaperons qu'on a vu la dernière fois. La calnexine est transmembranaire. Donc si je vous dis que ici c'est une calnexine, c'est faux. Parce que la calnexine, malgré le fait qu'elle soit dans le RE, elle est transmembranaire. Donc ici, on voit que c'est une protéine soluble. OK, une question un peu difficile, mais il faut que vous reteniez ça. Donc ça, c'est les exemples de protéines qui fixent le calcium dans le RE. Vous n'en connaissez que 3 aujourd'hui et 2 solubles. Autre question un peu difficile, ça a priori, par contre, c'est un peu plus facile, vous devriez le savoir. Cette protéine-là, il y a marqué protéine fixant le calcium ici on est dans le cytosol. Par qui ça peut être? Une protéine, vous n'en connaissez pas 20 000 de protéines. Une protéine dans le cytosol qui fixe le calcium. La calmoduline. Très bien, Alexandre. La calmoduline, la calmoduline qu'on avait vu la dernière fois, qui est une protéine, je le rappelle, cytosolique, qui est activée par le calcium, donc elle fixe le calcium,
Et en plus, la dernière chose qu'on avait dit sur la calmoduline, c'est qu'elle pouvait être inhibée par le fragment du peptide signal. Ok, donc ça, c'est aussi une question qu'on peut vous poser. Deux questions qu'on peut vous poser ici. On vous dit, petite 1, cette protéine peut être la calcium-calmoduline. Donc ça, c'est vrai. Et petit 2, cette protéine peut être inhibée, ou activée d'ailleurs, c'est pour faire le piège, par un fragment du peptide signal. Ok, donc ça c'est classique et ça, je veux que vous le sachiez bien. Pour le moment, vous connaissez que cette protéine qui fixe le calcium dans le cytosol. Ok, donc ça, c'est les exemples de calcium. Et enfin, vous voyez aussi que la mitochondrie, ça aussi on le verra, est une source de calcium où il y a des échanges de calcium entre la matrice de la mitochondrie et le cytosol. D'accord? Et il y a aussi une dernière chose que je voulais vous montrer. C'est la calcium ATPase. Alors, je peux pas évidemment le trop. Alors attendez, je veux voir si je peux écrire. Attendez, hein, je vois si je peux écrire. Bon, peu importe. Alors ça, c'est important. Ça, c'est très important ce que je vais dire maintenant. Vous avez tous un crayon en papier. Vous allez tous faire un rond. Ok, vous allez tous faire un rond. Et ce rond-là, c'est la cellule. L'extérieur, c'est la matrice extracellulaire. Il y a ce qu'on appelle un gradient. Bon, il me semble que je l'avais dit, mais je le répète. Il y a ce qu'on appelle un gradient de concentration. C'est quoi un gradient de concentration? C'est qu'il y a des ions qui sont plus nombreux dans le cytosol et il y a des ions qui sont plus nombreux dans la matrice extracellulaire. Alors, vous allez noter les ions qui sont les plus nombreux dans la matrice extracellulaire. Alors, quand je dis vous allez noter, vous faites un grand signe. Donc, par exemple, le calcium et le Na+, qui est donc l'ion sodium, est très riche dans la matrice extracellulaire. Donc, vous faites un grand calcium et un grand Na autour de cette cellule. Et à contrario, vous faites un petit calcium et un petit Na pour montrer qu'il y en a, mais en petite quantité, plus petite quantité, dans la cellule. Voilà. Et deuxième chose, vous allez faire un grand potassium, un K+, donc le potassium que vous connaissez, dans la cellule, et un petit K dans la matrice extracellulaire. Donc, tout ça pour vous dire que il existe la concentration de potassium est beaucoup plus importante dans le cytosol que dans la matrice extracellulaire. Ok. Pourquoi je vous fais faire ce schéma? Parce que ça, c'est très important de connaître ces gradients de concentration, parce que spontanément, ça, il faut que vous fassiez même une flèche pour que vous compreniez. Spontanément, la nature fait qu'on va du plus concentré au moins concentré. Donc, naturellement, on va faire ici le calcium. Aussi, vous le voyez sur le schéma. Le calcium, il a tendance de venir de l'extérieur à l'intérieur. Pareil, regardez ici. Vous vous souvenez que l'intérieur, la lumière d'un compartiment, c'est égal à ça. Donc, logiquement, le calcium, il a plus de facilité d'aller de la lumière du RE, ou du Golgi, ou de ce que vous voulez, dans le cytosol. Tout le monde comprend ça. Ok? Donc, celui qui ne comprend pas, il m'arrête. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le gradient de concentration. On va du plus concentré au moins concentré. Maintenant, vous comprenez très bien que pour le potassium, c'est l'inverse. Puisqu'il y a plus de potassium dans le cytosol, le potassium va avoir tendance à aller de plus concentré au moins concentré. Donc, de l'intérieur de la cellule à l'extérieur de la cellule. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle une protéine qui s'appelle calcium ATPase. Alors, c'est quoi une calcium ATPase? C'est comme ça, en fait, c'est un récepteur de calcium qui va permettre le flux de calcium, mais ce qu'il a en plus, c'est qu'il consomme de l'ATP. Il y a ce qu'on appelle une consommation d'ATP. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on consomme de l'ATP, donc on consomme de l'énergie, eh ben, automatiquement, on va aller dans le sens inverse du gradient.
Donc ici, pour une calcium ATPase, au lieu d'aller de l'extérieur à l'intérieur, ben, vous le voyez sur le schéma, on va de l'intérieur à l'extérieur. Pareil, ici, au lieu d'aller du milieu de la lumière du compartiment au cytosol, on va aller du cytosol à la lumière. C'est ça ce qu'on appelle, c'est le flux inverse du gradient de concentration. Donc ça, c'est que vrai que lorsqu'on consomme de l'ATP. Vous imaginez bien que juste en gros, naturellement, ben, ça va selon le gradient, mais quand on consomme de l'ATP, on veut de l'énergie, ben on change les règles du jeu. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Vous allez la revoir, la calcium ATPase, mais je veux vraiment que vous compreniez ces histoires de gradient. Ok, donc moi, j'ai fini au niveau du chapitre 4. Il reste 2-3 schémas qu'il faudra qu'on voit, sur lesquels je ne veux pas aujourd'hui vous saouler. Ce n'était pas l'objectif d'aujourd'hui. Donc maintenant, hop, alors j'ai arrêté le partage là. J'ai arrêté le partage, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce que tout le monde a la mitochondrie? Oui. Oui, tout le monde a la mitochondrie, parfait. Ok, alors, de tête, qu'est-ce qu'on sait sur la mitochondrie? Bon, ben, elle a deux membranes. Elle a deux membranes, une membrane externe, une membrane interne. Ça, c'est la première chose qu'on sait sur la mitochondrie. On sait qu'elle a son propre génome, rappelez-vous. Elle a un génome qui fabrique 13 protéines. Et en fait, dans ces 13 protéines, qu'est-ce qu'on avait dit? Elles allaient toutes dans la membrane interne. Donc, je répète, ça veut dire quoi qu'elle a un caractère semi-autonome, la mitochondrie, c'est qu'à la fois, elle fabrique ses propres protéines, donc elle en a que 13, ok? Alors, je vous explique, hein, juste vous comprenez bien les échelles de valeur. Une mitochondrie, elle a des millions de protéines. Des centaines de millions de protéines, je ne sais pas des centaines, mais disons des millions de protéines. Ben, sur ces millions de protéines, il n'y en a que 13 qui proviennent du génome mitochondrial. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est semi-autonome. À la fois, elle a besoin de l'extérieur, de l'importation de protéines, on en avait parlé la dernière fois, et à la fois, elle a ses propres protéines. Et ces 13 protéines, comme je viens de le dire, elles vont directement dans la membrane interne de la mitochondrie. Mais où exactement, ça on l'avait dit aussi, je le répète, je fais juste un rappel, elles vont, toutes ces 13 protéines, à la fois dans ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Okay, donc la chaîne respiratoire, ben, c'est la capacité de la mitochondrie à pouvoir respirer, okay, son rôle de respirateur de la cellule. Et à la fois, ces 13 protéines vont aussi faire partie des sous-unités de l'ATP synthase. Okay, comme je vous l'ai dit, le deuxième rôle de la mitochondrie, c'est aussi de fournir de l'ATP, de l'énergie à la cellule. Donc, finalement, la mitochondrie, lorsque elle va activer sa ATP synthase, eh ben, elle va pouvoir fournir de l'ATP. Et qui fait partie de l'ATP synthase? En gros, c'est 13 protéines. Là aussi, à ne pas vous méprendre, l'ATP synthase et la chaîne de respiration comptent des centaines de milliers de protéines. Et sur ces centaines de milliers de protéines, il n'y en a que 13. Alors la répartition, vous le verrez en UE1, mais sur ces centaines de milliers de protéines, il y en a 13 qui se répartissent dans ces différentes choses. Okay, donc ça, c'était juste pour cadrer les choses en termes de rappel. Bon, alors, sans vous saouler, donc ça, ce chapitre 5, il faudra le bosser, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on le bosse pendant 1 heure, mais il faut que, entre aujourd'hui et demain, en tout cas, pas que sur le chapitre 5, ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut que vous passiez au moins 1 heure et demie. Mais voilà, il y a des trucs classiques, évidemment, ça, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, juste comprenez bien, dans un cours comme ça, on va dire, il y a peut-être, on va dire, 30% de choses qui tombent. Les 70% hautes, c'est de la culture générale. C'est-à-dire qu'on ne vous dira jamais, par exemple, qu'une mitochondrie, est-ce que c'est un organite? Une question de QCM? Non, ça n'existe pas. Vous verrez que c'est des questions beaucoup plus fines que ça. Donc, ça, c'est le genre de choses, il faut l'apprendre dans le sens où, oui, effectivement, un organite, c'est un compartiment cellulaire. Que c'est une double membrane, jamais dans une question de QCM, vous voyez, c'est une double membrane. À mon petit qui est en troisième année de maternelle, je pense qu'il sait me répondre à ça. Donc, c'est pas ce genre de questions. Par contre, alors ça, c'est pas aussi une question qu'on va vous poser, mais ça, par contre, c'est dans la compréhension. Vous vous souvenez bien que la mitochondrie, elle fait pas partie du système endomembranaire.
Ok, vous vous souvenez bien que dans le système endomembranaire, il y avait tout, sauf la mitochondrie, le peroxysome, le cytosol et le noyau. Okay, donc, ça fait partie aussi des choses, mais ça demande un peu plus. Donc ça, vous regarderez un peu pour votre connaissance générale, comment elle fonctionne, la mort cellulaire, par l'apoptose, etc. Et ça, on le verra. Mais je ne veux pas que vous vous angoissiez. Maintenant, juste pour dans la description, comme on a dit ici, l'ADN mitochondrial, il y a un terme, ce qu'on appelle le génome mitochondrial. Donc, à chaque fois qu'on parlera de génome, soit on parlera du génome nucléaire, ça c'est le génome de la cellule, du noyau, soit on parlera du génome mitochondrial. Donc, en gros, les protéines, alors là on ne les voit pas, mais les protéines qui vont être dans la membrane interne, qui appartiennent donc à la mitochondrie, proviennent, les 13 protéines en question, proviennent du génome mitochondrial. Okay, alors que tous les autres proviennent du génome nucléaire. Ça, je veux juste, en termes de vocabulaire, que vous compreniez bien. Pareil, ça aussi, c'est des questions un peu basiques, mais il faut savoir que les membranes de mitochondrie, ce sont des bicouches. Okay, je vous rappelle, ce qu'on avait vu dans la membrane plasmique, c'est qu'une bicouche, ça a deux versants, un versant extracellulaire, un versant intracellulaire. Okay, donc ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, je ne voulais pas m'attarder sur ça. Ça, c'était vraiment que des rappels. Alors, il faut que vous pouvez commencer à noter. En gros, c'est la base de la mitochondrie, c'est de comprendre bien la différence entre les deux membranes. Donc ça, on a fait un grossissement au niveau de la mitochondrie. On est au niveau de la membrane externe, espace intermembranaire, membrane interne, et en dessous la matrice. Donc, il y a, on va dire, il y a 4 endroits. Donc, on va dire le cytosol, la membrane externe, espace intermembranaire, même 5, membrane interne, matrice. En gros, à ce niveau-là, au niveau de la membrane externe, il n'y aura que des phénomènes passifs qui vont se passer. Ok, donc retenez ça pour le moment, c'est que dans la membrane externe, il n'y a que des phénomènes passifs. Quand je dis des phénomènes passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perméase, il n'y a pas de canaux qui fonctionnent avec l'ATP. Donc ici, il n'y a que des phénomènes actifs qui se passent. En revanche, dans la membrane interne, il y a vous verrez beaucoup de phénomènes actifs. Donc ici, ça sera très important. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce schéma? Alors, pour ceux en tout cas qui avaient bien vu le schéma avec moi dès les premiers cours, je vais montrer un schéma qui est très, très important, justement, qui met en exergue un peu l'importance. Alors ça, il faudra le voir aussi. OK, c'est très important. Ce schéma-là. Alors ce schéma, vous vous rappelez d'une protéine qu'on appelait la caspase. La caspase, je vous rappelle, c'est la protéine qui est responsable de l'apoptose. Oui, je vois bien les deux. On dirait un petit... Coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la caspase est responsable de l'apoptose. Et en fait, ce qu'on avait dit, c'était, alors pour ceux qui veulent noter, qui veulent le voir plus tard, c'est la figure 16 du chapitre 1. La figure 16 du chapitre 1. On vous disait que durant l'apoptose, il y a ce qu'on appelle une protéase cytosolique qui était activée. Et en fait, ça venait de là. On avait vu ce schéma. On avait vu qu'en fait, la procaspase, donc procaspase, c'est l'ancêtre de la caspase, si vous voulez, le précurseur, il dormait dans l'espace intermembranaire. C'est pour ça que l'importance de l'espace intermembranaire. Et lorsqu'il y a l'apoptose, il va y avoir ouverture, donc signal intracellulaire ou extra, ouverture de ce méga-canal. C'est quoi un méga-canal? C'est tout ce qui va faire en sorte que la membrane externe et interne, à un moment, communiquent. OK? Donc, il va faire sortir la procaspase, il va faire sortir une hémoprotéine qu'on appelle le cytochrome C, qu'on reverra. Alors, juste, vous notez hémoprotéine, pour ceux qui n'ont pas compris. Hémo, vous connaissez ce mot dans hémoglobine. Quand il y a marqué hémo, ça veut dire qu'il y a du fer. Donc, une hémoprotéine, c'est une protéine qui contient du fer. Et on va le voir dessus tout à l'heure. Et des protons H+, alors vous pouvez aussi le noter, c'est que dans l'espace intermembranaire, il y a beaucoup plus de H+, que dans le reste. Donc, l'espace intermembranaire H++++. Et enfin, ici, on disait que la procaspase, elle se transformait en caspase activée grâce au H+, au neutre ami le calcium qu'on a vu tout à l'heure, et au cytochrome C.
Et quand la caspase est activée, on avait l'apoptose. Ça, c'était juste, je faisais aussi un petit rappel par rapport au texte, aux choses qu'on a vues dès le début de l'année, où j'avais fait le lien, c'est ça l'importance en bio-C, d'arriver à faire le lien entre les différents chapitres. Donc, quand vous voyez votre figure 16 du chapitre 1, ça doit vous faire penser à ça. OK? Donc ça, c'est important. Ce schéma est important. Maintenant, on va voir un schéma capital, pas important, capital. Alors, bon, là, moi, j'ai pas le temps de le faire avec vous, mais juste en termes de méthodologie, parce que j'ai eu beaucoup de questions cette semaine aussi en méthodologie en bio-C. Alors, je vous explique le secret. Le secret, c'est le suivant. Lorsque vous voyez un schéma, quand vous voyez votre cours et qu'il y a un schéma, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'abord, en premier lieu, de regarder le schéma. C'est-à-dire que ici, pour vous, c'est un truc nouveau. Okay, bon, c'est quelque chose que vous, a priori, vous ne connaissez pas. Bon. La première chose que vous devez faire, c'est regarder le schéma. Essayer de comprendre le schéma. Et bien évidemment, quand on veut essayer de comprendre le schéma, on commence pas par la droite. Okay, alors, l'hébreu, l'arabe commence par la droite. Mais a priori, en français, ben, on commence par la gauche. Donc, tout schéma commence par la gauche. Et le plus souvent, ça commence par en haut à gauche. Okay, donc, on va commencer par là. Mais en gros, quand vous êtes tout seul comme ça, il faut d'abord que vous essayiez au maximum de comprendre le schéma sans texte. Quand vous avez fait un gros travail sur ça, c'est-à-dire que vous passez au moins 3 minutes, on va dire, donc c'est pour ça que là, je vous dis, on n'a pas le temps. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder le texte. OK? Et le texte, bien évidemment, ça va être très important. Et même moi, je vais vous faire un peu ce travail-là. Je vais vous raconter l'histoire de ce schéma. L'histoire de ce schéma, c'est de vous montrer, très important, des notions capitales dans ce schéma. Dans ce schéma, on va vous montrer l'importance, je dirais même plus, le caractère essentiel du rôle de la mitochondrie dans la synthèse d'hormones stéroïdes. Alors, on en avait déjà parlé un peu de ça, des hormones stéroïdes. Je ne vais pas vous faire le piège, mais je vais vous dire où exactement on l'avait vu. On avait parlé de la progestérone, de la dostérone, de l'androgène, de l'oestrogène. Ça, c'est des mots que vous êtes censés un peu connaître. Du cortisol. Ça, c'est ce qu'on appelle des hormones stéroïdes qui gèrent tout ce qui est hormones dans la cellule. Et en gros, on va passer, et c'est ça qui est très important, les hormones stéroïdes vont être obtenues grâce à l'action de la mitochondrie sur le cholestérol. Voilà. Ça, c'est celui qui, au bout d'un moment, explique comme ça le schéma, c'est-à-dire qu'il a compris comment ça fait. Après, les détails, on va le voir de suite. Mais comprenez d'abord, dans ce schéma, c'est quoi le but de ce schéma? Chaque fois, c'est cette question que vous devez vous poser. Quel est le but de ce schéma? Le but de ce schéma, c'est de vous montrer comment, à partir de l'hormone stéroïde, comment à partir du cholestérol, grâce à la mitochondrie, on aboutit à une hormone stéroïde qui se casse. Alors, une hormone, c'est une molécule qui passe par le sang. Ça aussi, c'est une définition. Une hormone, c'est une molécule, ça peut être une protéine, ça peut être plein de choses qui circulent par le sang. Alors, on va faire l'histoire. Il était une fois, en haut à gauche, un site de stockage. Dans ce site de stockage, il y avait plusieurs choses. Il y avait, par exemple, un LDL ou un lysosome. Alors, si vous vous souvenez bien, ça doit vous faire penser quelque chose, ça. Vous vous souvenez le schéma avec le LDL, le récepteur LDL? Donc, a priori, je l'ai vu pas mal de fois, donc vous êtes censé le savoir. Pour ceux qui sont curieux, qui ne se souviennent pas, c'est le schéma 30 et 31 du chapitre 2. Vous le reverrez. Et bien, en fait, le but de ce schéma, je vous avais dit, c'est que le cholestérol rentre dans la cellule, dans le cytosol, et qu'après être sorti donc, du lysosome, aille dans le cytoplasme. Bon. Mais ce cholestérol-là en question, je vous avais dit qu'il était là pour nourrir les membranes, nourrir les protéines, etc., etc. Là, on va voir un autre rôle. Donc là, je veux juste que vous compreniez bien. Bon, je vais vous montrer, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Je veux que vous situiez ce schéma.
Donc, chapitre 2. Voilà. Vous voyez ce schéma? Je vous souvenez ici de ce schéma. Hop, 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 hop. Le LDL, il est là. Le lysosome va libérer le cholestérol. On est là. Vous imaginez que le schéma donc d'ici, eh ben, on est à la fin du schéma sur le LDL. Ça, c'est aussi une finesse qu'il faut que vous appreniez à faire le lien entre ces différents schémas. Donc, on est au niveau du cholestérol. Maintenant, ce cholestérol, il va, dans son histoire, passer par la membrane externe et membrane interne. Donc, il va diffuser à travers les deux membranes et il va se retrouver dans la matrice. Okay, donc, il y a une perméase, donc un canal qui va le faire rentrer dans la matrice. Et là, il va rencontrer un copain à nous, que vous allez connaître par cœur, qui s'appelle ici, donc il est dans le petit encadré ici, le cytochrome P450. Pareil, okay, on a vu tout à l'heure le cytochrome C. Ça, c'est le cytochrome P450 qui est aussi une hémoprotéine. Donc, je ne sais pas s'il est marqué dans le schéma, mais vous le notez. Donc, le cytochrome P450 est une hémoprotéine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cytochrome P450, c'est lui qui est riche en fer, okay, et qui va permettre ici au cholestérol de se transformer en prégnénolone. Ça, c'est la première étape. Mais le cytochrome P450, vous pouvez le noter, en tout cas c'est sur le schéma, il fonctionne grâce à deux choses. À l'O2, l'oxygène, le dioxygène, et du NADPH. Alors, oubliez le mot barbare NADPH. Retenez que le NADPH, c'est un transporteur d'électrons, ni plus ni moins. Okay, vous le reverrez en U1 bien comme il faut. Mais le NADPH, c'est un transporteur d'électrons qui va transférer ces électrons au cytochrome P450 pour le faire fonctionner. Donc, je répète. Le cytochrome P450, c'est une hémoprotéine et qui va être donc qui va consommer de l'O2 et du NADPH et qui va permettre la transformation du cholestérol en prégnénolone. Très bien. Ce prégnénolone va sortir. Il va ressortir de la mitochondrie et va aller vers notre copain REL. Okay, vous vous souvenez de la différence entre REG et REL. REG, il a des ribosomes, il fabrique les protéines. REL, il n'a pas de ribosomes, il fabrique des lipides. Et justement ici, des hormones stéroïdes. Donc, ce n'est pas lipidique, ce n'est pas protéique, ces formations. Mais sur le cytochrome P450, ce prégnénolone, il va venir et il va rencontrer encore des cytochromes P450. Donc, la prégnénolone va encore rencontrer le cytochrome P450. D'accord? Et qui va transformer en oestrogène, en androgène, en progestérone, en aldostérone. Ok? Alors, juste une parenthèse, c'est que cette progestérone peut revenir dans la mitochondrie, rentrer en contact encore avec le cytochrome P450 et ressortir en cortisol. Donc, cortisol aussi, vous verrez à quoi elle sert. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les hormones stéroïdes. C'est les hormones stéroïdes. Et en fait, encore une fois, l'objectif, c'est qu'on est dans la cellule, c'est que ces hormones stéroïdes se barrent et partent à l'extérieur. Et donc là, retenez bien, c'est que ces hormones stéroïdes ne sortent pas par exocytose. Okay, on pourrait penser qu'il y a une exocytose qui se passe, mais elle passe par une perméase ABC. Elle va sortir directement par une perméase ABC. Donc là, c'est très important, perméase ABC, vous vous souvenez, on avait vu pas mal de choses sur les perméases ABC. On avait dit que c'était une famille de protéines qui consommaient de l'ATP. Et les perméases ABC, croyez-moi, on va en bouffer. Donc, je veux bien que vous le compreniez. Donc, perméases ABC qui consomment de l'ATP. Et les hormones stéroïdes vont passer par ce canal pour sortir et pour aller vers une autre cellule. Alors maintenant, les personnes qui sont compétents. Et les autres, écoutez bien. L'hormone stéroïde, qu'est-ce qu'elle peut faire? Où elle peut aller, selon vous? Membrane nucléaire. Membrane nucléaire? Alors là, on est au niveau de l'extérieur. Elle peut re-rentrer dans une cellule, ok? Elle peut re-rentrer dans une cellule. Et ici, elle va... Alors, je l'ai enlevé le truc. Vous vous souvenez pas où c'est qu'on l'avait vu, l'hormone stéroïde? En fait, l'hormone stéroïde, on l'avait vu. Ça,
Ça, vous devriez le savoir. Hein. Je suis désolé, je vous embête. Elle libère les parts. Ah, qui c'est qui a parlé? C'est Gaëtan. Voilà, bravo Gaëtan, exactement. Elle libère les parts. Donc ici, vous vous souvenez, on avait vu un des rôles, donc chapitre 4, figure 14, je crois. L'hormone stéroïde, vous vous souvenez ici, elle va libérer les chaperons qui étaient sur le récepteur nucléaire. Et lorsqu'elle va libérer, elle va se retrouver ici. Vous vous rappelez, il va y avoir une dimérisation du récepteur et elle va jouer son rôle de FRT. Donc, vous vous souvenez, et c'est ça ce que j'attends de vous, c'est d'arriver à faire le lien entre les différents schémas. Donc ici, cette hormone stéroïde que vous voyez dans le chapitre 5, elle est active aussi dans le chapitre 4, où elle va ici libérer les protéines associées aux récepteurs qu'on appelle les PAR. Okay, donc ici, quand vous voyez ici l'hormone stéroïde, quand elle va sortir, elle va aller probablement vers un récepteur. Okay, alors, je sais pas, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit membrane nucléaire, peut-être qu'il pensait à ça, okay, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le récepteur en question va libérer ses parts et l'hormone stéroïde va pouvoir se fixer. D'accord? Donc voilà. Je ne dis pas que la première fois que vous allez voir le schéma, vous allez penser tout ça de suite, mais juste que vous comprenez bien qu'il faut que, pour comprendre un schéma, il faut se faire un peu de mal au début et après, vous allez très vite le comprendre. Dernière chose à savoir sur ce schéma, c'est que ce NADPH, ce transporteur d'électrons qui nourrit le cytochrome P450, il a deux sources. Soit dans la matrice de la mitochondrie, ça s'appelle le cycle de Krebs, que vous allez manger en UE1, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, ça fera partie du programme que je vais vous donner jusqu'au mois de juillet. Et enfin, il y a ce qu'on appelle ici le NADPH dans le cytosol, il provient des cycles des pentoses. Retenez-le pour le moment, il n'y a que ici qu'on le voit, donc ne vous inquiétez pas. Cycle des pentoses, cycle de Krebs. D'accord? Donc ça, c'était un schéma très important. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui doivent partir à 14 heures parce qu'ils ont cours. Donc je continue, je vais voir deux dernières choses, dont une chose importante et une chose moins importante. Enfin, tout est important, mais je vais faire ça comme ça tout le monde peut participer. Ici, ce schéma est très important parce qu'on vous parle de l'importation des protéines. Alors, attendez, hop, je vois ici, voilà, très bien. Ici, donc comme je vous dis, la mitochondrie est un comportement semi-autonome. Donc à la fois, elle a ses propres protéines, mais à la fois, elle a des protéines de l'extérieur. Et en fait, là, ce schéma, il vous montre comment ces protéines de l'extérieur sont apportées dans la mitochondrie. Et là, regardez bien, et ça c'est pour moi très important, c'est une des choses qu'on avait vues dans les chaperons, c'est qu'il y a différentes protéines qui vont être importées, soit dans la membrane interne, soit une protéine dans la matrice de la mitochondrie, soit des protéines qui vont se retrouver ici dans la membrane externe, ou soit dans l'espace intermembranaire. Mais en gros, retenez que c'est chaque fois le même principe. Premier principe, une protéine, et ça c'est la règle de base, elle ne va jamais dans un endroit sans signal d'adressage. Donc ici, il y a toujours un signal d'adressage au niveau de la protéine. Soit il est clivable, on va le voir tout à l'heure, soit il est non clivable. Donc soit sur le domaine N-terminal, soit vers le domaine C-terminal. Donc ça, c'est le signal d'adressage de la mitochondrie, d'une protéine à la mitochondrie. Donc elle ne peut pas aller sans ça. Première étape. Deuxième étape, vous vous souvenez ici que pour entrer dans une boîte de nuit, il faut mettre ses talons. Pareil, la protéine en question, pour rentrer dans la mitochondrie, il y a les HSP, okay, ça on l'avait vu dans le chapitre 4, qui vont déplier la protéine pour la rendre plus spaghetti, on va dire, okay, pour des mots barbares, pour la faire entrer par deux complexes d'importation qui s'appellent TOM et TIM. Très important, TOM et TIM. Le O, c'est de out, donc extérieur. Le I, c'est de in, inner, membrane interne. Donc, la protéine, ici, elle commence par TOM, puis elle va aller par TIM, si c'est une protéine qui reste dans la membrane interne. Vous comprenez très bien que si c'est une protéine dans l'espace intermembranaire, elle va passer que par TOM. Et si c'est dans la membrane externe, aussi que par TOM.
Et si c'est une membrane, et si elle va dans la matrice, elle va passer par tome et par time. Ça, vous comprenez très bien. Donc, dans les étapes classiques, je répète, dépliement, on passe par time, par tome, puis par time. Et puis, ce signal d'adressage va être clivé. Alors là, vous l'écrivez en rouge, s'il vous plaît. C'est que la protéine qui permet le clivage, alors le fait de découper, le signal d'adressage, ce sont des protéases AAA que vous Adam. connaissez. Hein? C'est les protéases de la famille AAA. Ces protéines de la famille AAA consomment de l'ATP et on en a vu une autre qui se retrouvait, vous vous rappelez, dans le protéasome. Donc maintenant, vous connaissez deux sources des protéines AAA, à la fois dans le protéasome et à la fois dans la en tout cas dans la mitochondrie qui va cliver le signal d'adressage. Donc, je répète, ces protéases AAA vont permettre le clivage du signal d'adressage. On n'en a plus besoin. Enfin, dernière étape, c'est là où les HSP interviennent, c'est qu'elles vont replier la protéine. Ici, elles l'ont dépliée, et ici, elles vont la replier. Ici, c'était HSP 70, et ici, c'est HSP 70. D'accord? Donc ça fait partie des choses très importantes dans l'importation d'une protéine. Les différentes étapes, dépliement, tome, time, signal d'adressage coupé par la protéine, protéase AAA, repliement de la protéine. Basta, c'est tout ce qu'il faut savoir. OK? Donc ici, vous voyez que la protéine, en amont, HSP70, vous la connaissez maintenant, elle était dans le cytosol, c'est elle qui lui a donné sa forme. Et ici, elle a déplié. Et ici, donc ça, c'est tout bien noté ici. Et ici, enfin, hop, ça, c'est notre protéine codée par le génome mitochondrial. Donc, vous comprenez bien que les protéines codées par le génome mitochondrial, ça passe ni par time, ni par tome. Ça passe par ce qu'on appelle la translocase, directement. C'est-à-dire qu'il y a un ribosome mitochondrial, qui a un ARN messager mitochondrial. Tout ça, ça provient de la mitochondrie. Et la translocase, ici, va permettre, comme le translocon dans le RE d'ailleurs, va permettre la protéine de rentrer dans la membrane interne, puisque je vous répète que les 13 protéines, ça fait partie des 13 protéines, rentrent dans la membrane interne, dans le complexe ATP synthase et dans le complexe de respiration cellulaire. D'accord? Donc faites attention entre ce schéma, qui est donc là, les génomes mitochondriales, et ça, l'importation des protéines. Voilà. Donc ceux qui doivent partir, vous pouvez y aller. Il me reste 10 minutes, 5-10 minutes pour voir le reste du chapitre 5. Vous rattraperez, j'ai enregistré le cours. Alors, petite finesse dans ce schéma. Petite finesse. Je vais vous poser une question qui tue. Cette translocase que vous voyez là, je vous pose une question. Elle a été synthétisée à partir du génome mitochondrial. Vrai ou faux? Donc, je répète, la translocase a été synthétisée à partir du génome mitochondrial. Vrai ou faux? Faux. Faux. Pourquoi? Je suis embêtant, hein? On justifie toujours. Parce qu'elle fait partie de la membrane interne et que le génome mitochondrial, il sert pour les protéines. Non. Donc, si le génome mitochondrial il synthétise des protéines qui vont dans la membrane interne, a priori, ça devrait faire partie du génome mitochondrial. Pourquoi tu dis que c'est faux? Alors, selon ce que ta justification me montre que tu dis que c'est vrai. Ah, pardon, mais donc le translocase, c'est une protéine aussi. Oui, c'est un complexe protéique, si tu veux. Oui, c'est un complexe protéique qui est dans la membrane interne. Ah, toi, tu pensais que ce n'est pas une protéine. Oui, d'accord, j'ai compris. Donc, oui, c'est une protéine. Non, parce que c'est une membrane, non? C'est quoi? C'est une membrane, ça fait partie du système endomembranaire, non? Ouh là là, qui a dit ça? Raphaël. Alors, Raphaël, écoute-moi. On est au niveau de la mitochondrie. De quoi tu me parles? Oublie le système endomembranaire. On est au niveau d'une mitochondrie. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire, ça. Ok? Toute protéine, peu importe d'où elle vient, si elle est dans la mitochondrie, forcément, elle n'a rien à voir avec le système endomembranaire. C'est pas parce que c'est une translocase, c'est comme le translocon. Le translocon, je suis d'accord avec toi, mais pas la translocase. Faites attention. Ça, c'est une erreur fatale.
Personne d'autre? Bon, normalement, dans votre tête, dans votre petite tête, vous allez me dire oui. Cette translocase, elle fait partie des protéines codées par le génome mitochondrial. Pourquoi? Parce que c'est une protéine qui est dans la membrane interne. Ça, c'est la réponse dans 90% des cas des étudiants de première année quand ils n'ont pas compris la finesse. Bon. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde suit cette erreur-là. Okay, tout le monde comprend pourquoi on dirait faux, pourquoi on dirait vrai, parce qu'on est en isolement interne. Et Dan, il nous a dit que toutes les protéines de la mitochondrie, du génome mitochondrial, vont dans la membrane interne. Bon. Et en gros, je vais vous couper l'herbe sur le pied. Très simplement, chaque fois que vous voyez une protéine dans la membrane interne, la question c'est de savoir où elle est cette protéine, dans l'ATP synthèse ou dans la chaîne respiratoire. Si elle est dans un des deux, là on peut dire oui, c'est possible que ce soit une protéine de la membrane du génome mitochondrial. Mais si la translocase, est-ce qu'elle fait partie de l'ATP synthèse? Aucun rapport. Est-ce qu'elle fait partie de la chaîne respiratoire? Rien à voir. Elle est là pour synthétiser des protéines. Donc, faux, parce qu'elle ne fait pas partie ni de l'ATP synthèse, ni de la chaîne respiratoire. Donc, je répète ce que j'ai dit au tout début du cours. Dans la membrane interne, il existe des millions de protéines. Et sur ces millions de protéines, il n'y en a que 13 qui appartiennent au génome mitochondrial. Et sur ces 13 qui appartiennent au génome mitochondrial, elles sont toutes soit dans l'ATP synthèse, soit dans la chaîne de respiration. D'accord? Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris de manière très claire, vous m'envoyez un message après, je vous ferai un petit audio. Ça, c'est OK. Ça, c'est ce que je voulais voir en principal. Et il y a quelque chose aussi que je voulais voir très important. Alors, je vais le voir ici, mais je vais surtout vous le montrer là. C'est des autres copines protéines G. Alors, bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, on va faire juste un résumé sur tous les protéines G qu'on connaît. Ça, c'est pas ce que je voulais voir. Donc, vous voyez ici, juste, ça résume un peu. Il y existe 3 zones d'accolement. On les a vues les 3 maintenant. 3 zones d'accolement temporaires des membranes internes et externes. C'est-à-dire qu'il y a des moments de manière temporaire où les deux vont se rejoindre. Eh ben, le cas de Tom et Tim, on vient de le voir un instant, c'est-à-dire quand la protéine est importée dans les mitochondries, ben, Tom et Tim vont se rapprocher pour importer la protéine. Ça aussi, on l'a vu, c'est quand le cholestérol se transforme en prionélone. Avant, le cholestérol rentre à travers la membrane interne et externe, okay, pour aller justement dans la matrice, okay, pour rencontrer le cytochrome P450. Et enfin, ça c'est ce qu'on a vu au tout début, c'est les mégacanaux lors de l'apoptose, où la procaspase va sortir, et ça c'est ce qu'on appelle un rapprochement temporaire. Donc ça aussi, je veux que vous maîtrisez bien tous ces termes-là, c'est très important. Voilà, c'est ça que je voulais voir avec vous. Si on fait un résumé de toutes les protéines G qu'on connaît, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la dynamine, qui est une protéine G monomérique. Vous vous souvenez, dynamine. On a aussi la protéine G ARF. La protéine G ARF, on l'a vu la dernière fois, c'est une protéine G qui va permettre la constitution de revêtements. Ok. Donc ça fait partie des 2 choses très importantes au niveau des protéines G monomériques. Vous en connaissez a priori que 2. Les protéines G hétérotrimériques, vous en connaissez une. A priori, on n'a pas donné. Oui, on a donné son nom. Ok. C'est la protéine G qui était en rapport avec le RCPG, qui s'appelait la protéine G alpha bêta gamma, la protéine G alpha Q. Vous vous souvenez? Cette protéine G alpha Q. Ok. Donc la protéine G alpha Q, c'est la protéine G en question, ok, qui va permettre l'activation de la phospholipase C, qui va couper PIP2. Ok, vous vous souvenez de tout ça? Qui va couper PIP2, qui va donner DAG dans la membrane plasmique, IP3 qui va aller vers le RE. Ça, vous vous souvenez. Donc ça, c'était la protéine G hétérotrimérique qu'on connaît. Donc je répète, protéine G hétérotrimérique qui est reliée à un RCPG, protéine G monomérique qui est seule, ok, et qui est, encore une fois, comme la protéine G hétérotrimérique, soumise au GTP ou au GDP. Ici, on va en connaître 3 autres des protéines G monomériques.
et elles se retrouvent dans la mitochondrie. Leur nom, elles se prénomment DRP1, mitofusine et OP1. Donc ça aussi, il faudra que vous maîtrisiez ces noms-là. Donc pareil, une protéine G, ça fonctionne grâce au GDP ou au GTP. GTP, GDP. GTP, GDP. DRP1, elle est plutôt en rapport avec la membrane externe, sans être dans la membrane externe, donc elle ne traverse pas. Mitofusine dans la membrane externe, OP1 dans la membrane interne. OK? Dernière chose, DRP1 joue un rôle dans la fragmentation de la mitochondrie, c'est-à-dire que la mitochondrie, quand on n'en a plus besoin, elle se fragmente, elle se coupe, alors que la mitofusine et l'OPA1 jouent un rôle dans la fusion des mitochondries. OK? Donc, ça, c'est ce que vous voyez ici dans le schéma, ici, donc toujours dans le chapitre 5. Où vous voyez ici le rôle de ces, donc ça aussi il faudra l'apprendre, qui est tombé il n'y a pas longtemps d'ailleurs en annales. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions qu'on peut te poser, mais bon, sinon a priori c'est pas mal. Donc mitofusine qui joue un rôle dans la fusion, membrane externe, OPA1 qui joue un rôle dans la fusion, membrane interne, DRP1, regardez, elle ne fait pas partie des membranes, hein, attention, hein, mais elle va jouer un rôle dans la fragmentation. Toutes ces trois protéines sont des protéines G, donc ce sont des GTPases. D'accord? Voilà. Ça, par exemple, ça, c'est un schéma, et c'est la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est un schéma qui est très important, okay? Parce qu'il reprend pas mal de choses qu'on a vues ensemble, et c'est le dernier schéma qu'on va voir aujourd'hui. Cette figure 8 nous montre la capacité de la cellule à se défendre. Point barre. Pas besoin de faire des discours philosophiques, je répète. Ce schéma nous montre la capacité à la cellule à se défendre. Bon. C'est l'histoire ici d'un virus. Aujourd'hui, vous connaissez tous bien ça, okay, le virus. Bon. Ben, le virus, vous allez connaître, je ne sais pas si je le ferai la prochaine fois, mais dans le chapitre 7, on verra comment un virus infecte une cellule. Mais en gros, retenez que un virus, ben, comment il infecte une cellule? Ben, il rentre dans la cellule. Ici, vous voyez qu'il peut rentrer par ce qu'on appelle l'endocytose. Okay, donc, il peut rentrer par fusion, mais il peut aussi rentrer par endocytose. Okay, et donc, dans l'endocytose, il va être dans un endosome, puisqu'il est dans une vésicule. Donc, il va faire comme chez lui. Et l'objectif du virus, c'est d'aller après infecter le noyau de la cellule. Bon. Mais ici, on est dans un cas où la cellule va se défendre. Donc après, le virus, il est tranquille, détente. Il va sortir de l'endosome et il va avoir qu'une hâte, c'est d'aller dans le noyau. Mais c'est sans connaître la capacité de la cellule à se défendre. Et il y a ici cet ARN qui va se répliquer. Et en fait, il faut que juste vous compreniez, on le verra par la suite, on le reverra, hein, parce que c'est un schéma qui tombe souvent, c'est que cet ARN, en se répliquant, il va envoyer un signal. Okay? Et il va envoyer un signal qui va activer une protéine ici qu'il faut que vous connaissiez par cœur. C'est la protéine MAVS. Pareil, hein, je vous rappelle hein, que vous ne connaissez pas un mot, une protéine, eh ben, vous allez dans le glossaire que je vous ai mis à disposition très très gentiment. Et dans ce glossaire, il y a toutes les définitions. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que c'est une protéine dans la membrane externe responsable de la défense immunitaire. Et dans le glossaire, on va vous expliquer un peu ce phénomène-là. Et en gros, MAVS, son rôle, qui est dans la membrane externe, je le rappelle, et vous allez voir qu'il est dans un autre endroit, MAVS va activer un copain qu'on a vu la dernière fois qui s'appelle le NF-κB. Okay, c'est-à-dire que MAVS va avoir comme rôle, peut-être, puisqu'on avait vu le phénomène, d'activer des kinases, qui vont phosphoryler le IκB et qui vont le faire dégager. Voilà. Donc MAVS, qui va être... En fait, ici, c'est comme si l'ARN s'était donné une balle dans le pied. C'est-à-dire que la réplication a entraîné un signal qui va activer le MAVS. Okay, mais MAVS, lui, comment il va faire pour faire en sorte que la cellule se défende? Il va activer, NF-κB
en phosphorylant, en tout cas en activant une kinase qui va phosphoryler le kappa B. Et ça, après, vous connaissez. On va faire dégager le kappa B, on va le polyubiquitinyler, hop. Il va passer par le protéasome, on a notre protéase AA, il va être hydrolysé. Basta, on a fini avec le kappa B. Maintenant, le NF-kappa B, il est maintenant actif. Il n'a que 2 sous-unités, c'est un dimère. Et je vous avais dit que pour aller dans le noyau, il faut aussi un signal d'adressage qui s'appelle le NLS, Nuclear Localization Signal. Et enfin, ce P65 et ce P50 va aller à travers les pores nucléaires dans le noyau jouer le rôle de FRT. Ça, c'est le mot magique. Le FRT, lui, il va réguler des gènes pour justement fabriquer, on imagine qu'il va fabriquer des cellules de défense, des interleukines, des protéines pro-inflammatoires, et qui vont aller pour défendre et pour s'attaquer à ce virus-là. Voilà. C'est comme ça que donc le virus, la cellule, excusez-moi, se défend grâce au virus. Donc ça, vous le connaissez, le NF-kappa B, vous connaissez, MAVS, vous venez de l'apprendre. Après, on verra tous ces trucs-là, le virus, comment il rentre pas, comment il infecte, comment il n'infecte pas. Et surtout, comprendre la logique. Que ici, ça vient pas. Alors, la dernière fois, on avait vu un truc où ça sécrétait de LDL. Bon, vous voyez ici que le but, c'est pas du tout de sécréter des LDL. Ici, on va sécréter des choses qui vont permettre la défense de la cellule. Donc, il y a tout marqué ici, de manière bien claire. OK ? Donc, en 1h15, on a bien travaillé aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être profitable pour vous de bien avancer. Encore une fois, moi, je ne vous empêche pas de continuer à avancer parce que la plupart des choses, on l'a vu. Maintenant, ça, c'est le genre de schéma où il y a toutes les protéines qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, à vous de pouvoir le travailler pour voir un peu les mitovisions où elles sont, MAVS où elle est, une nouvelle protéine STING qu'on reverra. Voilà, il y a tous les schémas, a priori, vous pouvez maintenant les voir, sachant qu'on a parlé à peu près de tout ce qu'il y a ici dans ce schéma-là. Donc, ne vous perdez pas de temps sur des bêtises, mais la plupart des choses, on l'a vu sur ce schéma. Il me semble que c'est tout. OK, donc, programme de la semaine prochaine. Le cours de la semaine prochaine se tiendra sûrement pas mercredi. Alors, ça sera soit mardi, soit vendredi. Et on fera tous les schémas qu'on n'a pas vus depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on ne va pas avancer jusqu'au chapitre 6 parce que je veux que vous maîtrisez ça. Je ne veux pas avancer pour rien. Mais on va voir pas mal de schémas, notamment les jonctions. Donc, les jonctions, je veux que la prochaine fois, on les voit bien. C'est un peu barbant, mais je vais vous donner du travail à faire pour pouvoir être prêt pour les jonctions. D'accord ? Bon, je ne vous demande pas s'il y a des questions parce que vous avez mon numéro et que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que je suis présent avec vous. OK ? Donc, bon courage à tous. Merci beaucoup.